On démarre par un jeu pour savoir qui lance l'émission. Encore ? Ah non, moi j'ai fait le premier épisode. Alors là, c'était pas le premier parce que là, les gens qui reviennent, ils savent pas qu'on a tout enregistré le même jour. Qu'on n'a pas du tout enregistré le même jour. C'est vraiment une semaine après. Hey, salut à tous. Alors vas-y Juliette, je te laisse proposer le jeu. Et alors Mickaël, rebelote le jeu. Ah faut pas dire rebelote. Alors Mickaël, le jeu de l'alphabet, tu nous dis une lettre et nous, avec cette lettre, c'est le premier de Ramzy ou de moi qui trouve un film qui commence par cette lettre. Alors est-ce que comme c'est la dernière de la saison, est-ce qu'on n'irait pas plus loin dans la culture et qu'on choisirait pas un livre? Ouais, mais là c'est sûr je vais gagner. Là je perds. Attention. Vas-y. Je veux que Ramzy Bible. C'est Coran. Torah. Attention. A. Ainsi parlait Zarathustra. Ah, purée. De Frédéric Wilhelm Nietzsche. Also sprach Zarathustra. Also sprach Zarathustra. Même en allemand, ça marche. Ouais. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Fabrique, le podcast consacré à la création, avec Juliette Arnaud. Bonjour Juliette. Bonjour Ramzy. Avec notre invité, Michael Youn. Bonjour Michael. Bonjour Ramzy, bonjour Juliette, bonjour les gens. Dernier épisode de la saison. Eh ouais. Oh non. Oui, je sais que ça en déçoit beaucoup, mais peut-être qu'on a une petite surprise. Ah. Mais on peut pas en parler. Ah ben non, sinon c'est plus une surprise. Oui. Voilà. Mais une surprise vous attend. Juliette, non, il n'y a pas de la question rituelle du début. Tout à l'heure, on parlait... pas du tout, la semaine dernière. On parlait du Morning Live. Et t'expliquais que tu t'étais entouré de Benjamin Morgan et de Vincent de Sagna. Est-ce que, justement, dans La Fabrique, on aime bien décortiquer comment on fabrique les choses. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment vous fabriquiez l'émission tous les trois, ou avec d'autres gens, comment ça se passait? Parce que l'émission a lieu de 7h à 9h. Et donc, comment on fabrique une émission si tôt? Est-ce que vous travaillez toute la nuit? Est-ce que vous travaillez la journée? Comment ça se faisait? Comment ça s'organisait un peu les journées types? Déjà, alors, en guise de préambule, je voulais te dire un truc par rapport à la création. Ce qui est très bizarre, c'est qu'en fait, la création s'apprend en créant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire... je vais emmagasiner un maximum de formation et je vais délivrer. Jouer la comédie, ça s'apprend en jouant. Faire des blagues, ça s'apprend en faisant des blagues, etc., etc. Donc c'est plus vous emmagasinerez d'expérience, le mieux ce sera. Et c'est pour ça, n'hésitez pas à vous entourer de gens avec qui vous vous entendez très bien, d'avoir une petite équipe pour faire des podcasts, faire des clips sur YouTube. Les youtubeurs l'ont très bien montré, c'est-à-dire que si vous êtes bien entouré et que ça reste homemade, vous allez réussir à faire ce qui vous ressemble particulièrement. Bref, comment est-ce qu'on faisait ? On se levait très très tôt. C'était quoi, genre 2h30, 3h du matin. Okay. J'étais devenu narcoleptique à l'époque. Hein. Je me souviens, la personne avec qui je vivais m'avait dit comme le soir, il était impossible de faire quoi que ce soit, il y avait le rendez-vous du vendredi. Le vendredi soir, parce que le samedi, je ne travaillais pas, le vendredi soir, cette personne me disait on va au resto tous les deux et c'est notre moment à nous. Et ça se terminait souvent en larmes parce que en plein milieu d'une phrase, moi, je m'endormais à table. Ah oui. Ouais. Ah oui, à ce point-là. Moi, je t'ai vu t'endormir avec la fourchette. Vous avez compris que c'était Juliette, cette personne. C'était Kikette. C'était avec une fourchette dans la bouche. Il n'avait il n'était pas allé, il n'avait pas avalé, c'est-à-dire il avait entrepris de manger, la mastication. Mais j'étais pas allé plus loin. Et le sommeil, il avait fauché. Il y a, pour ceux qui font des matinales, il y a aucune cellule de ton corps qui veut se lever à 3h du matin. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, tu peux le faire une fois, mais le faire tous les jours. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on a arrêté très vite. Parce qu'il est impossible de se coucher à 19h. Quoi. Si, moi je me couchais 21h maximum, 22h, c'est quand même assez tôt. Et puis on faisait une mini-sieste quand même le matin vers 11h.
mais te lever quand il fait nuit et d'aller au boulot quand tu vois les mecs qui sont comme ça dans la rue ivres morts, c'est compliqué. Donc on regardait l'actu, on était tous les trois autour de la table avec Vincent et Benjamin. Comme on avait des rubriques, c'était facile de dire alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour le sketch d'entrée, la scène du jour, le personnage de fin, la petite chanson. Plus c'est structuré, plus dedans tu peux exploser. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je crois que la formule du Morning Live a bien marché. C'est parce que, mine de rien, c'était une émission extrêmement structurée. À la base, j'étais pouce-clip. C'était... Ça existait ce mot-là à l'époque, pouce-clip. À l'époque, il y avait encore des clips. Il y avait des infos, il y avait des rubriques et il y avait des clips. Et il fallait faire vivre le truc. Et plus tu avais un chef de plateau qui dit « il y a les infos à 8h, dépêche-toi », plus tu exploses ce cadre, plus le mec des infos commence à 8h04 et il est en panique et toi tu viens le déconcentrer alors qu'il est en train de te parler d'un incendie à Los Angeles et toi tu passes derrière et tu lui brûles ses feuilles. Bref, tout ce qu'il faut pas faire parce qu'il y a un cadre. Donc plus il y a un cadre, plus c'est facile d'être créatif dedans. Ouais. Quand tu dis à un artiste « écris-moi le bouquin dont tu as envie, celui que tu veux », c'est compliqué parce que l'écriture, tout est possible. Tout est possible. Mais c'est vous qui avez fabriqué ces séquences, du coup, toutes les séquences. Il y avait des choses qui étaient définies, les infos, les clips, les rubriques. Enfin, il y avait une rubrique people, il y avait une rubrique mode, il y avait une rubrique cinéma. Moi, je m'en foutais quand même ouvertement. Ouais, ça se voyait pas du tout. Et effectivement, la petite chanson, le personnage, la scène du jour, le sketch d'intro, etc. Tout ça, c'est nous qui l'avions trouvé. Et donc, vous écriviez ça le matin On écrivait ça le matin, donc parce que l'énergie du matin est hyper créative. Ouais. Alors, puisqu'on est dans la fabrique, les meilleurs moments pour créer, c'est très tôt le matin, quand le monde dort encore et quand vous avez votre cerveau complètement frais, dispo, pas parasité par tout ce que vous avez vécu dans la journée. Oui, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est exactement mon ressenti. Sauf que toi, vous veniez de vous manger 2 heures de direct. Non, le matin, c'est avant l'émission. D'accord, avant l'émission. Okay. Avant l'émission. De 3h du mat à 6h. De 3h du mat à 6h. À 6h, on commençait à mettre les costumes, faire le make-up, etc. Répéter un ou 2 sketchs quand même, parce que souvent, on les avait pas répétés, on les livrait tels quels. Ça se voyait pas tant pour le coup. Parce que tu as regardé le best-of. Ah, quand même. Et puis, un autre moment pendant lequel moi j'aime beaucoup aussi travailler, c'est l'inverse, c'est quand tout le monde est parti se coucher. Et justement, le cerveau redevient plus... Il se dirige beaucoup mieux et il est plus concentré. Avant que la fatigue tombe, c'est évidemment à partir de 21h, 22h. Travailler la nuit aussi, voilà. La journée, surtout maintenant avec les écrans... J'ai été surpris, j'ai failli gerber tout à l'heure en venant vous voir. J'ai regardé combien de temps j'avais passé la semaine dernière sur mon portable. Alors, c'est pas que sur les réseaux, parce que je m'en sers pour regarder le foot, c'est quand même la moitié de ma vie. Je m'en sers pour lire l'équipe, je m'en sers aussi pour regarder MyCanal, pour regarder Netflix, pour regarder Prime, etc. Mais on est quand même sur quasiment 6 heures par jour. Je dis, mais le temps que je passe sur cet écran... Ouais. Et après, j'essaye de le supprimer à mes enfants parce qu'ils l'ont à table... Oui, mais après, si c'est aussi un outil professionnel, parce que j'imagine qu'il y a des boucles WhatsApp parfois professionnelles, il y a les notes. On est sûr d'un truc, c'est que ça réduit considérablement notre temps de réflexion, notre temps de concentration. C'est qu'on se satisfait maintenant de concepts qui sont contenus en 20-30 secondes, quoi. Ouais. Voilà, on va t'expliquer le Moyen-Orient en 20 secondes. Tu fais, c'est bon, j'ai compris. Ouais, c'est tous des enculés. Non, mais voilà. C'est pas possible, quoi. Et donc, en fait, le dialogue n'existe plus parce que t'as que des monologues. Il n'y a plus de nuances, puisque pour être marquant, pour être lu, pour être bien scrollé, il faut que ce soit choc. Donc, il n'y a plus du tout la place à la réflexion, à la nuance, au dialogue. Et outre le fait que la lumière bleue, évidemment, avant de vous coucher, c'est tout sauf bien parce que votre cerveau reste en éveil. J'essaye justement, moi, de lutter contre ça. Je dis toujours, mon ordinateur est mon ami, parce que l'ordinateur, c'est vraiment la création pour écrire des scénarios, pour écrire des blagues avec mes potes, pour échanger, justement. Et le téléphone, c'est mon ennemi, parce que le téléphone, c'est les réseaux sociaux, c'est podcasts inutiles. Non, mais c'est, à mon avis... Enfin, c'est pas après-demain, hein, mais ça va nous jouer un gros tour, cette histoire. Je pense que... on a réussi à faire en sorte que
même si elle est devenue l'opium du peuple, la télévision, on a réussi à pas en faire un ennemi. Il y a des ennemis à la télé, mais la télévision en elle-même n'est pas un ennemi. Je me souviens, je me foutais souvent de la gueule d'Arte quand on était jeune, quand Arte est sorti. Il n'y a pas une chaîne que je regarde plus qu'Arte. Il y a jamais un truc inintéressant sur Arte. Et ça, c'est la preuve. Que moi, je suis vieux. Oui. Moi, c'est un truc que j'ai compris, ça. C'est où je me vois pareil que toi quand Arte est arrivé. On me dit, vas-y. Bon, il faut dire, Bertolt Brecht, sous-titré en allemand, c'était pas ouf, quoi. Et maintenant, c'est la seule chaîne qu'on regarde. Ouais. Mais c'est fou. Et c'est là que je me suis dit, putain, ça et les varices, allez, c'est bon. Donc la télé n'est pas devenue notre ennemi, le téléphone, surtout maintenant avec l'intelligence artificielle, ça peut le devenir. Mais c'est pas du tout le sujet. Ouais. Et donc pour revenir, vous écriviez de 3h à 6h du matin les sketchs qui étaient faits en direct à l'antenne, mais tous les sketchs tournés, du coup, vous les faisiez quand à 9h, on terminait l'émission, on regardait les audiences de la veille. Il y avait un petit débriefing avec ceux qui étaient les responsables de l'émission. C'était un bien gros mot parce qu'en fait on n'a jamais réussi à me faire. Le seul truc qu'ils ont genre rédacteur en chef, producteur. Le seul truc qu'ils ont réussi à me faire faire que je voulais pas, c'est d'accueillir des lofters. C'est le seul truc, et on en a accueilli 3 fois et après j'ai dit je veux plus. Ah ouais. Bah non, je dis à quoi ça sert, quoi. Je sais même pas comment il s'appelle et personne ne saura comment il s'appelle l'année prochaine. Je me suis trompé sur certains parce qu'évidemment Loana, Jean-Pascal n'était pas lofter. Enfin bref, Loana est resté dans les annales. Sans mauvais jeu de mots. Mais Jean-Édouard. C'était sur le... Jean-Pascal, c'était la Starac. Ouais, c'est ça. Qui m'a fait... C'était Jean-Édouard qui était dans la piscine. Voilà. Donc voilà, ça, ils ont réussi 3 fois. Je voulais vraiment pas. Et puis après, je regardais les audiences et à chaque fois qu'on recevait des lofters, on avait des grosses audiences. Et puis, tu te laisses avoir avec ce truc-là. Ouais. Mais j'ai contrairement à... Par exemple, je vais pas le citer, mais contrairement à d'autres, j'ai pas été l'esclave de l'audience. Et je voulais pas faire des choses qui étaient pas dans la rigolade. Ah ouais, toi, ton seul axe, c'était... Non, mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu reçois des lofters et tu dis alors... Ouais. Là, c'est un truc promo interne de la chaîne. On te reçoit pourquoi ? Puisqu'en plus, tu as été éliminé, alors raconte toute ton expérience. Je m'en fous de ton expérience. Même quand on recevait des invités, parce qu'on a reçu Annie Cordy, Joe Star, Jamel, Cut Killer... Jack Lang, oui. Marina Foïs, les Robin des Bois, KDO, enfin bref. On voulait recevoir des gens et que ce soit que marrant. Ouais. On avait même dit on avait fait un truc qui s'appelait la promo grille-pain, donc c'était l'époque où les DVD existaient encore. Jamel venait vendre son DVD, on mettait le DVD dans un grille-pain. On actionnait le grille-pain comme pour griller le DVD et il devait parler de son DVD pendant temps du grille-pain. Sauf que nous, on l'avait réglé sur 30 secondes et le temps qu'il comprenne ce qu'il avait à faire, c'était déjà terminé. Je trouve qu'il n'y a pas besoin que sur des sujets de fond ou des films sociétaux, c'est important que tu parles de qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça ? Pourquoi est-ce que tu veux faire pourquoi tu as fait ce film sur l'enfance maltraitée ? Qu'est-ce que tu veux nous raconter ? Quel est exactement ton propos ? Ok, mais quand t'es là pour raconter un DVD de sketch, un spectacle, un film rigolo, la bande-annonce le fait mieux que toi. Et puis, plus ça va être original, plus tu vas être virtuose, plus tu vas être surpris, plus tu vas trouver. C'est un gros truc aussi dans la création. Plus tu es inconfortable, plus tu n'es pas prêt, plus tu vas trouver, toi, les solutions et les mécanismes pour t'en sortir. C'est le principe de l'impro. Plus tu te jettes en impro, moins tu... Alors, forcément, parfois, tu vas te casser la gueule, c'est sûr. Voilà, t'arrives, c'est l'émission de Juliette, t'as pas préparé ta chronique, vas-y, fais-nous marrer. Ok. Bon, là, oui. Voilà. Non, mais il y a une fois, ça va être nul. Mais... Moi, ça m'est arrivé plein de fois sur scène avec Fatal Bazooka, etc. Quand tu sais pas, tu trouves les moyens de savoir. Et donc, tu disais les sketchs tournés. Ramsey, l'autoroute. Alors, les sketchs diffusés. Et les sketchs diffusés, donc on faisait... Pardon, excuse-moi, je digresse beaucoup. Il n'y a pas de souci. Mais, donc, on se débriefait de 9h à 10h. À 10h, on commençait à réfléchir à l'émission du lendemain. Qu'est-ce qu'on allait bien pouvoir... Et c'est là que tous on tombait en narcolepsie et on dormait à peu près 1 heure par terre sur la moquette à M6 parce qu'on n'avait pas de lit. Ils vous ont même pas fourni un petit truc Non, jamais. Non, on dormait. Mais bon, on s'en foutait, quoi. On avait 25 ans. Ouais. On était payé en crotte de nez, on était content. Plus t'es payé en crotte de nez, plus t'es content. Un bout de moquette te va. C'est fou ça. C'est fou ça. Mais oui.
Parce qu'avec Pénélope, souvent avec Corinne et Christine, on se disait que les moments où on a les plus gros souvenirs, de plus gros fous rires, où on se disait qu'on allait crever tellement on riait. Avignon. Voilà, c'était toutes les fois où on jouait et que c'était le bordel, qu'il n'y avait pas ce que Mickaël évoquait, c'est-à-dire des contraintes où tu te dis mais là c'est pas une contrainte, là carrément vous voyez bien qu'il y a on ne peut pas jouer. Les gens sont quand même sur la scène avec leur bière. Il y a des gens qui sont assis sur nous. Enfin, je veux dire, comment on fait? J'ai beaucoup suivi la pièce Arrête de pleurer Pénélope, et c'est vrai que parfois j'étais mal pour elle au pluriel, parce que je les ai vus jouer dans des cafés-théâtres où littéralement les gens sont sur la scène avec des manches debout et se lèvent pendant la pièce, c'était au début vraiment, et ils allaient se chercher des bières. Je me souviendrai, il y a une phrase que j'utilise encore qui vient du Festival d'Avignon, ça ne répond en rien à ta question. Non, c'est pas grave, allez-y. Mais ça parle de la création. Ouais, j'aime bien. Ça parle de la création. Premier jour du Festival d'Avignon, parce que le Festival d'Avignon, il y a le in, mais ça on n'en parle pas. On parle que du off. On n'ira jamais. Voilà, on parle que du off. Et donc, c'est le premier jour, les festivaliers arrivent, et donc les différentes troupes tractent dans la rue pour que vous alliez voir leurs pièces. Les fanfreluches au théâtre du Rouge-Gorge. Où ça? Au Rouge-Gorge. Pourquoi? Parce qu'il faut les voir. Quand ça? À 20h. Où ça? Au Rouge-Gorge. Et ils partaient tous en oiseau. Waouh. Et là, Juliette les regarde, parce qu'elle tractait pas. Hein. C'était les bourgeoises. Non, moi, pas je la tractais première pas. Si, pas la... Moi, je tractais pas. Si, la première année. J'avais mon t-shirt. Et donc, Juliette disait chouette parade. Ça, c'était le premier jour. Au bout de 10 jours de Festival d'Avignon, la même troupe passe dans la rue. Les fanfreluches, où ça? Ta gueule! Au Rouge-Gorge. Où ça? Je l'ai déjà dit, merde, tu me fais chier! Et Juliette, chouette parade. Chouette parade, c'était venu de... Parce qu'ils étaient habillés Oui, mais il y avait ça, mais ils s'étaient pas... Ah oui, et le truc suprême, voilà, c'est ça qui est arrivé. Cet été-là, il y avait eu chouette parade, on n'arrêtait pas de dire. Et à un moment, on voit quelqu'un qui se vautre, quelqu'un qui sort ivre-mort d'un bar. Parce qu'Avignon, c'est quand même beaucoup ça. Hein. Oui. À partir de 17h, en gros, tout le monde est bourré. Et donc là, il y a quelqu'un qui se vautre en sortant d'un bar, mais vraiment qui fait une roulade pas possible. Et Corinne, une des filles de Pénélope, derrière moi, elle fait « chouette parade ». Bref, pour en revenir à cette idée de rire, on est d'accord, on n'a jamais autant ri que quand c'était horrible. Mais même plus que ça. J'irais encore plus loin que ça. Je me mets dans un groupe. Je vais pas te mettre dedans parce que je me permettrai pas, mais je vais parler des gens avec qui j'ai travaillé, que ce soit Jamel, que ce soit Eric et Ramzy. On n'a jamais été aussi drôle que dans notre premier jet. On n'a jamais été aussi bon que quand on était à la télévision ou à la radio, qui étaient des médias qu'on méprisait. On a toujours voulu faire du cinéma ou de la scène, et qu'on respectait beaucoup plus que la télévision ou la radio, où on venait, entre guillemets, je ne vais pas dire les mains dans les poches, mais qui nous servait de moyen. Le morning, c'était le moyen d'aller faire du cinéma. Le KX pour Jamel, c'était la même chose. Eric et Ramzy, ce qu'ils voulaient, c'était faire de la scène et faire leur film. Et pourtant, je pense qu'on n'a jamais été aussi bon et aussi révolutionnaire que quand on faisait ce média instantané, spontané, qui était la télévision ou la radio, hein, qu'on méprisait par snobisme culturel. Ouais, mais comme vous cassiez les codes, c'est peut-être ça aussi qui faisait que c'était plutôt intéressant. Aucun de nous n'a cassé les codes au cinéma. Un petit peu, aucun de nous n'a cassé les codes au cinéma. Alors que pourtant, c'était un truc qui était vraiment très important pour toi, parce que c'est toi qui m'as fait connaître... l'école, tu sais, des Scandinaves, l'école de cinéma. Le Dogme. Voilà. Lars von Trier. Voilà. Toi, t'es une des rares personnes qui, à cette époque-là, que je connaissais, Christelle. Et qui était... tu m'avais vraiment parlé avec des étoiles dans les yeux de tous ces mecs-là et de leur travail et du fait, justement, qu'ils révolutionnaient le cinéma. Oui, mais mine de rien, ils l'ont... ça n'a pas duré, mais ils ont fait quelques films. Mais parce que le cinéma, c'est l'addition de tellement de talents et que il faut que ce soit quand même beau, quoi. Si ça te fait mal aux yeux, si ça te fait mal aux oreilles, ça va une fois, mais pas à chaque fois, quoi. Pas à chaque fois.
C'est comme un livre. Tu peux te dire, je vais décider d'écrire un bouquin et ça va être mon premier jet. J'ai pas le droit de revenir en arrière. Tu peux te donner des codes comme ça. Ça va être intéressant une fois, mais 2 fois, on va dire, mec, au moins, je sais pas, corrige les fautes, quoi. Alors là, il y a 4 virgules de suite, c'est pas joli, quoi. Et puis surtout, on comprend pas quelle est l'indication. Voilà. Et alors, comment tu passes du morning life? J'ai abandonné l'autre question, parce que je crois qu'on et aura donc, la réponse. Mais si, regarde, et donc, on s'endormait. Après, on écrivait les sketchs qu'on allait tourner l'après-midi, y compris les happenings, parce qu'il y avait des sketchs, il y avait un sketch par jour et un happening par jour. Et qu'il fallait donc tourner dans la journée. Ah, donc vous écriviez dans l'après-midi, vous tourniez dans l'après-midi? On écrivait à l'heure du déj, on allait manger un sandwich, on allait tourner souvent chez moi, on tournait beaucoup de sketchs chez moi, on tournait le sketch, souvent on allait d'abord tourner le happening, parce qu'il fallait d'autres gens. Voilà, fallait une situation. Voilà, on allait tourner le happening, on allait faire chier des flics. Voilà, place de la Concorde. Une fois et après, on avait changé notre fusil d'épaule. Excuse-moi, je digresse beaucoup. On se disait, le problème, c'est le happening, quand même, une fois sur 2, ça se passe mal, on est embarqué. Donc, il vaudrait mieux qu'on tourne le sketch chez toi d'abord. Comme ça, au moins, on n'est pas venu pour rien, quoi. Et puis, on arrivait à M6 vers 18h avec les images. Pour montage. Au montage, mais sachant qu'on n'avait pas de banc de montage. Déjà, on n'avait pas de caméra. On a commencé à tourner avec ma caméra à moi, qui était la caméra que j'avais achetée pour partir en vacances avec une personne présente dans ce studio. J'ai l'impression que c'est comme Nova, quoi, où je viens avec mon matos. Ah bah c'est l'auberge espagnole. Ah bah tu veux. M6 quand même, c'était. Alors après, au bout d'un moment, on a eu une caméra, on a eu un pas de bande de montage. Et un cadreur. Et un cadreur qui avait le droit de venir avec nous l'après-midi. Mais ça veut dire que pas de bande de montage, comment ça veut dire on montait en banquette. Et après seulement la 2e année, on a fini par avoir un banc à vide. Et donc on pouvait faire un fondu à un moment, mettre une musique. Au début, c'était juste un banquet, c'est-à-dire tu prends un bout et tu colles avec un autre bout. Il n'y avait pas la technologie qu'on a aujourd'hui. Voilà. Et puis ça durait jusqu'à... Du coup, ça faisait des contraintes de création. Bah, on tournait beaucoup de plans séquences. Et alors ça avait ses inconvénients. Ça allait avec ton énergie aussi. Oui, mais c'est vrai qu'on a appris à tourner en plan séquence. Alors, ça, aux grandes dames de Vincent et Benjamin, c'est que moi, en plus, j'ai pas l'air comme ça, mais je suis extrêmement perfectionniste. Et on refaisait. Ah ouais. Et du coup, la totalité. Il y a notamment un sketch qui s'appelait C'est quoi la grève, où moi je faisais la femme à la maison, Vincent faisait l'homme déconstruit et soumis, et Benjamin faisait l'enfant qui se prenait des tartes. Et bref, c'était un matriarcat, toujours. Même surtout quand je faisais une femme, c'était un matriarcat. Et donc mais vite, on va rater, il est 9h15, on va rater l'école, on va rater le boulot. Et donc là, on se réveillait dans l'appartement, on s'habillait à toute vitesse, mets ton cartable, bam, je mettais une baigne à Benjamin, Vincent il comprenait rien, bam, autre baigne, moi je mettais juste un blouson sur ma robe de chambre, on descendait les escaliers de l'immeuble à toute berzingue, on courait dans la rue en savate, on montait les escaliers du métro, et là, on tombait sur un métro. Et je disais, ah bah non. Parce que le texte était, ah bah non, c'est vrai, aujourd'hui, il y a la grève. Et donc, à chaque fois, quand il y avait un métro, on était obligé de le refaire. Et donc, Benjamin, il se bouffait des baffes. Il disait, mais c'est pas grave, on s'en fout. Je dis, non, il faut qu'on arrive, il faut qu'on ne sente pas le métro ni rien. Mais non. Voilà. Impossible à prévoir. En plus, non, mais j'étais un enfer. Mais c'est pareil, c'est une bonne école. Oui, l'école ça fait une contrainte. C'était sans filet, quoi, quand t'es en... C'est pareil, c'est comme l'impro. Le plan séquence t'oblige à trouver des solutions pour pas abandonner. Évidemment, y compris chez les plus grands réalisateurs, il y a toujours un truc qui couille dans le plan séquence. Un acteur qui... c'est pas parfait le texte, le plan de caméra qui est pas... Mais tu te trouves, il faut te sortir, il faut y arriver, quoi. Donc tu te faisais des journées, en fait, qui se terminaient à 19h, en gros. Qui se terminaient à 22h. À 22h. Je rentrais ensuite à la maison. Ah, parce que tu restais pendant le montage ? Bah oui. Parce que tu crois que ce genre de personne, ça reste pas au montage. Non, mais je me dis, il y a un monteur qui le fait et tu le regardes à 3h du mat quand t'arrives, quoi. Et après, je rentrais à la maison et Juliette, elle me disait, on regarde quoi ce soir ? Je disais, moi, je regarderais bien... Damien, la malédiction. Et je finissais par le regarder toute seule en crevant trop. Alors, je savais pas que c'était possible qu'un être humain lévite dans un coin de l'appartement. Quand on regardait Damien, elle était en haut dans un coin, comme une chouette.
Ah ouais, Voilà. non, oui, donc ça te faisait. Mais des ça journées, a été super, c'était extrêmement formateur, même si ça a duré que 18 mois. Parce que souvent on me dit ah putain, les années. les années. Je vous ai regardé tellement de fois le matin dans ces années-là. On a fait que 18 mois, un an. Ouais, j'avoue que même moi, je pensais que ça avait duré au moins 3-4 ans minimum, quoi. Mais ça m'a très formateur puisque j'ai gardé cette énergie et cette façon de fonctionner aussi sur les tournages. Ouais, justement, donc comment t'es passé de ça? Donc en fait, au final, ça c'était les sketchs dans lesquels t'as joué et que t'as écrit, c'est les premiers personnages que t'as fait. Parce que t'as pas fait de... Mais il y en a que j'ai encore gardé. Hein. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Fatal, je l'ai trouvé à l'époque. C'est les premiers... T'avais pas joué avant, en fait. Si, j'ai joué avant, mais c'était du théâtre. Okay. C'était les Trois Sœurs de Tchekhov. C'était, ah oui, d'accord. Ouais. C'était En attendant Godot. D'ailleurs... toujours pas venu, attend toujours. Mais donc c'était du... Voilà, comment tu passes alors au cinéma? Comment ça se passe le Morning Live cartonne et un producteur croit en nous et nous dit voilà, il y a un film, je pense que c'est pour vous, ça s'appelle La Beuse. La Beuse, c'est la marijuana qu'ont fabriqué les nazis pour atomiser les soldats américains pendant la guerre. J'ai fait ça. Déjà, moi, dès qu'il y a le mot nazi et humour dedans, je dis ça, il y a moyen de se marrer. Et puis on a repris un peu le scénario et puis et voilà. Et après, quand donc tu là, t'étais juste comédien. Juste comédien. Ok. Et puis derrière, on a fait un film qui nous ressemblait encore plus puisqu'on a fait Les 11 Commandements. Ouais. Et ça, pareil, comment ça se passe? Parce que de toute façon, les succès, ça se passe jamais de façon. En plus, c'est un film particulier parce que c'est un film. C'est un film à sketch qui a pas de sens. C'est un film de happening, c'est même pas un film à sketch. Avec un début, un milieu. On nous a dit il faut juste un début, un milieu, une fin. Donc on a mis un début, un milieu, une fin. Et puis entre, on a mis des happenings. On l'a écrit en 2 mois. C'est devenu le 5e film le plus vu à la télévision. De ces 25 dernières années, il a été diffusé, je sais plus, 80 fois. Voilà, j'ai été con de pas prendre des royautés là-dessus. Merde. Bref, les ovnis, les gros succès comme ça, c'est souvent des choses que tu maîtrises pas forcément. Ouais. Et comment vous l'écrivez? Tu dis on l'écrit en 2 mois. C'est qui? Là, c'était la porte ouverte à tous les auteurs possibles et imaginables. On était même trop nombreux, quoi. Je sais plus, on était une dizaine. Et comment on écrit à 10? On n'écrit pas à 10. Ah. À 10, c'est des brainstorming. Vraiment, moi, déjà, je pense que écrire, c'est seul, en vrai. Hein. Ouais. Écrire, c'est seul. J'arrive à écrire avec 2-3 personnes, mais parce que je les connais très, très bien et qu'on a développé une organisation. Celui qui écrit, c'est celui qui a le clavier dans les mains. Ok. Voilà. Celui qui est à côté et qui dit non, ce serait marrant, c'est qu'à la fin de la scène, le gars il tombe. Ça, c'est une idée, c'est pas de l'écriture. Okay. Ça veut pas dire que c'est de la merde. Hein. Donc, j'imagine que c'est toi qui as le clavier entre les mains. Souvent, pas toujours. Non, il y a des gens avec qui j'écris. La bonne façon d'écrire à plusieurs, alors. En vrai, t'écris seul, tu envoies le document, l'autre personne le relit, réécrit dessus, on s'appelle, on se concerte. C'est de l'écriture ensemble, mais c'est pas ensemble. Pour vraiment écrire ensemble, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est un ordinateur qui est relié avec une télévision, soit par une Apple TV, soit par un câble HDMI. Hein, voilà. On va pas rentrer dans la technicité des choses. USB-C peut-être USB-C aussi, ça marche. USB-C ça marche aussi, ou avec du Fireball. Bon, enfin bref. Je sais pas ce qu'ils vous disent. Et donc là, concrètement, quand tu écris la phrase, les 2 autres ou les 3 autres voient exactement ce que tu es en train d'écrire et peuvent revenir sur la formulation. Et ça, c'est de l'écriture. Dire non, patata, virgule, ta, point d'exclamation. Non, point d'exclamation, point d'interrogation. Ça, c'est de l'écriture. Selon moi. Ouais. Mais alors, il y a un... je peux... Vas-y, j'allais t'interroger. Moi, j'ai un souvenir, justement, où toi, tu as tenu un autre rôle que celui que je t'ai beaucoup vu faire, c'est-à-dire effectivement être la personne au clavier avec un certain nombre de gens autour qui proposent des trucs. Ah, mais tu avais écrit sur La Beuse, d'ailleurs, je m'en souviens. Oui, mais c'est pas de ça dont je veux. Mais je me doute. Oui, non, mais c'est pas ça, c'est que. Enfin bon, bref. Quand on a monté le 2e Arrête de pleurer Pénélope, on le monte justement à Avignon. Et Michael vient à la première, et c'est une catastrophe. Enfin, ça se passe correctement.
Mais moi, je suis minée à l'intérieur de ce qu'on est en train de faire. Et pourquoi ? C'est quoi parce que c'est jamais bien une première. Non, mais là, il y avait d'autres problèmes. Déjà, c'est jamais bien. Ouais, mais enfin là, il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait des problèmes d'écriture. Et moi, je le sentais en le jouant qu'il y avait des problèmes sévères d'écriture. Il y avait la mise en scène, c'était pas bien. Et heureusement, Mika était là dans la salle et il a fait ce que fait Mickaël, qui est vraiment pour moi une de ses plus grandes forces, c'est-à-dire qu'au lieu de nous dire on va en discuter autour d'un verre, on est parti à son hôtel. On a tous baisé. Dans le salon. Et là, on s'est dit, putain, c'était vraiment bien. Et tout le monde avait donné son consentement, tout le monde était majeur, et nous, on s'est mis à bosser. C'est-à-dire que j'avais apporté le texte, et Mickaël nous avait pris, 10 pages de notes. Il avait pris des notes pendant tout le spectacle. Et donc, il nous a livré toutes ces notes. Et je sais pas, peut-être t'as oublié. Et on a bossé. C'est-à-dire, vraiment, si ça n'avait pas été... Mais c'était quoi ? C'est des problèmes de rythme ? De tout. Après, quand ça marche pas, c'est parce que la blague est pas drôle. Alors, souvent, c'est parce qu'elle est dans le mauvais sens. Ou alors, parfois, elle est juste pas drôle. Elle est pas assumée. Il y a tout. Il y a tout. Parfois, c'est un problème de déplacement. Enfin, tu vois, il y avait des choses évidentes que lui... Enfin, évidentes. Pour quelqu'un qui est extérieur et dont c'est le métier. Et voilà, cette séquence de travail, je m'en souviens très, très bien. Parce que, en plus, à cette époque, on s'engueulait pas mal toutes les trois. Et donc, tout le monde savait que Mickaël allait pas aller dans mon sens. Que Mickaël, dès qu'il s'agit dès qu'il s'agit du boulot, il favorise personne, il favorise que ce qui fait avancer le travail. Donc tout le monde était disposé à l'écouter. Et ça, par exemple, c'était ça, c'est une participation à l'écriture que je trouve hyper importante. Une fois que tu as déjà la personne qui arrive, une fois que tu as déjà fait fabriquer en gros... Une fois que tu as tout fait. Ouais. Et tu dis alors qu'est-ce qui marche pas. T'as les personnages, t'as l'intrigue, ça, c'est une fois que tu l'as testé même, ou ça peut être avant de l'avoir testé en public ? Moi, je pense que quand c'est du théâtre, tu ne sais rien de rien tant que tu l'as pas essayé. Et sur un scénario, c'est souvent la deuxième lecture. La première lecture, tu es dans la découverte, tu t'enthousiasmes, surtout quand on te propose un projet, que ce soit pour jouer ou pour réaliser, tu t'enthousiasmes, tu dis ah ouais, c'est super, tu dis oui. Et à la deuxième lecture, tu fais ah ouais, ok, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Voilà, j'ai l'impression d'être plutôt effectivement pas mal pour ça. Oui, parce qu'il a l'intérêt du truc, de l'objet. Mais c'est marrant parce que nous, on a travaillé ensemble, Juliette, on a écrit des sketchs ensemble. Alors qu'on n'est que collègues. Et pas amis. Et non, que pas Juliette est juste sympatoche. Elle est sympatoche, ouais. Et c'est marrant parce que c'est toi qui avais ce regard-là sur les sketchs. Ouais. Qui avait moi j'écrivais les V1 avec les trucs et toi tu disais attends, ça on comprend pas, faut tu vois. Mais moi je pense que je l'ai appris en regardant Mickaël le faire et je trouve que c'est une place qui est absolument nécessaire et que ceux qui en veulent pas totalement, alors c'est ou des génies ou des arrogants et qui ont tort de procéder de la sorte. À ce sujet, il y a un documentaire qui est très intéressant, si jamais vous voulez aller sur la plateforme de Bolloré. Sur MyCanal, il y a le Saturday Night Live en 4 épisodes. Tu l'as vu ? Donc, je crois que j'ai commencé. Et donc, il y a en documentaire à l'intérieur. Et donc, il y a notamment un épisode sur l'écriture qui est absolument passionnant, qui raconte comment est-ce qu'on écrit, donc toutes les semaines, depuis maintenant 50 ans, comment est-ce qu'on écrit 1 heure de sketch qu'on va ensuite faire en direct le samedi soir. Et le mardi est utilisé. Le lundi, ils réfléchissent, ils présentent différentes idées à celui qui va venir hoster l'émission, l'invité de la semaine. Le mardi, ils écrivent. Beaucoup écrivent seuls, certains écrivent à 2, à 3. Le mercredi, lecture avec tout le cast et l'invité. Et Lord Michael sélectionne les sketchs qui sont les plus drôles. Et le jeudi, les sketchs sont repris, ceux qui ont été sélectionnés, sont repris exclusivement par ceux qui n'ont pas écrit les sketchs. Ouais. Ceux qui se sont vus jeter. C'est-à-dire que, en toute bienveillance évidemment, le sketch est amélioré par des gens qui n'ont pas participé au sketch. Ouais. Et qui ont donc un regard extérieur. Alors il y a quand même l'autre à côté qui dit non mais ça c'est parce que t'as pas compris, etc. Mais c'est parce que il y a trop d'affect quand t'écris quelque chose. Souvent on le dit en écriture, kill your darlings. Quand tu trouves pas, par exemple, t'as écrit un scénario de 110 pages.
t'arrives pas à passer à 90, tu dis mais tout est bien. Ouais. Regarde, n'hésite pas, il y a un truc qui te plaît depuis le début, tu adores, mais en fait le problème c'est voilà, ta darling, ta chérie qui est là, you have to kill her, hop, tu l'enlèves et là tu passes à 90. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est le moment où tu prends conscience, et en général c'est des années après, de pourquoi tu t'es buté à ce moment-là, pourquoi tu voulais absolument pas, pourquoi tu me regardes avec ce regard. Parce que je sais très bien que tu parles de moi, parce que Mais non, mon ça mignon. nous arrivait très souvent. Oui, ça nous arrivait très souvent. Il y a une vanne, moi je veux absolument la garder, je la trouve géniale, et Juliette, je comprends pas du tout, mais moi je la trouvais géniale, et du coup je me butais. Parfois elle marchait pas. Oui, mais ça, Avant, elle marchait pas, c'est ce qu'on m'a dit. Non, c'est pas vrai. Non. Mais moi je faisais même. Ah non, alors mais vraiment... c'est vrai que de temps en temps, de base je suis buté, mais de temps en temps je me butais. Oui, mais moi je parle pas là-dessus. du fait d'être. Justement, c'est pour rattraper les gens têtus. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que parfois tu t'obstines à vouloir garder un truc qui n'est pas essentiel dans un scénario, dans un roman, dans une pièce de théâtre, parce qu'en fait, tu y as mis une chose extrêmement secrète de toi, et elle est tellement secrète de toi que même toi tu sais pas. C'est la phrase de Sagan, on écrit pour découvrir ce qu'on sait. Mais c'est que des années après que tu te dis ah non, mais oui, mais c'est pour ça que je voulais pas l'enlever. C'est parce qu'en fait, mais c'était... souvent ce truc-là qui a par rapport avec la choucroute, Oui. qui est souvent une espèce de verrue dans un scénario ou dans un sketch, c'est aussi ce qui va faire son identité. Ouais, c'est le risque. C'est dans plein de films, vous dites à ce moment-là, il sort de nulle part. Je sais pas, mettons, parlons de l'Astérix de Chabat, le moment d'Edouard Baird. Voilà, effectivement, à un moment, il y a forcément un producteur qui lui a dit c'est peut-être un peu long. Ça, on peut l'enlever, c'est bon. Ça change rien au scénario si on l'enlève. Et pourtant, voilà, si tu me dis quelle scène tu retiens, je retiens celle-là. Après, il y en a d'autres évidemment, mais donc c'est voilà, mais c'est pour ça. Reproche, cultive-le, c'est toi, comme disait Nietzsche. Non. Spinoza. Non plus. Benjamin Castaldi. Je sais plus c'est qui. Si, ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi, c'est Nietzsche. Mais c'est pas Nietzsche. Alors, on a la chance d'avoir des téléphones portables. Aujourd'hui, on peut vérifier. Ouais, mais c'est pas Paul Éluard. Ouais. Paul Éluard. C'est Nietzsche. C'est Nietzsche. C'est Nietzsche. Dès que tu peux me redire la phrase ? Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi. Moi, je parie que c'est pas Nietzsche. C'est pas Éluard, mais c'est pas Nietzsche. Alors, c'est Spinoza. Non. Alors, c'est Nietzsche. Moi, je pense que c'est un Français. Non. Moi, je pense que c'est un Français. Un Français de souche. Un Français de deuxième génération. Ouais. C'est un minimum un deuxième génération. Le premier qui ressort, c'est Jean Cocteau. Tu vois, je te dis. Ouais, mais Jean Cocteau, il a tout piqué à Nietzsche. Alors, ça, c'était quand même quelqu'un d'extrêmement cultivé, Cocteau. Et tous les gens extrêmement cultivés, le danger, c'est qu'ils volent des trucs. Moi, je pense que Cocteau, on le voit d'ailleurs dans son travail. Non. C'était très inspiré de Nietzsche. C'est pas Nietzsche, c'est Cocteau. Bon. Donc, ce documentaire sur le SNL, il est passionnant. Je vous le recommande aussi. Mais tu l'as pas vu ? J'ai commencé. J'aimerais bien que tu le finisses. Ah bah oui, je vais le finir. Moi, j'adore. T'as vu le film sur la fiction ? Oui. Ouais, génial. Il a une passion. Justement, j'adore le SNL. J'aime beaucoup. J'adorerais travailler sur un truc comme ça. Alors, c'est pas compliqué. Tous les auteurs du SNL ont 25 ans. Bah évidemment. Ouais, parce que qui est capable de bosser 20 heures par jour, 6 jours sur 7, parce que ils ont que le dimanche, c'est que des gens qui n'ont pas de famille, c'est que des gens qui ont plein d'énergie et qui s'en foutent de bouffer des nouilles. De dormir sur la moquette. Et qui dorment sur la moquette. Après, forcément, à 50 ans, t'as mal au dos, t'as des enfants, le soir, tu dis moi j'ai pas d'ol, hein. Oui, puis généralement, après, ceux qui ont un peu réussi, ils font leur film, ou ils font... tu vois, tous ceux qui sont sortis du SNL, oui, puis c'est plus difficile. Plus incroyable. Tu vieillis, plus c'est difficile de bosser en bande, en groupe, en équipe. Et ça, c'est pas très bon signe, d'ailleurs. Je trouve ça extrêmement dommage qu'on n'ait pas réussi à faire durer une émission comme ça en France. On est plein à avoir essayé. Le Morning fait partie de cette famille. Totalement. Les nuls d'émission, KDO, etc. Et c'est bizarre qu'on n'ait pas... Déjà, c'est pas compliqué. C'est John Cleese, on lui posait la question, on lui disait « Qu'est-ce que vous pensez de l'humour français ?» Sa réponse « Ça existe. » Voilà. L'humour français, c'est pas une évidence. On est plus fort dans l'éditorialisme, dans l'humour dit politique. Non, mais on est plus fort aussi en personnage avec un quatrième mur.
comédie de masque. En La comédie mime, de en mime, masque. en mime. Carotte. En mime, Non, oui. allez, c'est bon, vous m'avez saoulé En là. mime Marceau. Non, mais les Français, on est plus reconnus pour genre la littérature, Ça, c'est ce qu'on croit, le hein, Truffaut qui fait pas des comédies, Godard fait pas des comédies. Godard est suisse. Ouais, mais bon, on se l'a approprié. Voilà. C'est comme Rousseau. Tu sais bien, tout ce qu'il y a d'un peu bien en Suisse, on se le prend. Tout ce qu'il y a Et ce d'un qu'on bien n'aime pas en Belgique, Algérie, se le on laisse prend. en Algérie. Ça, je vais l'isoler, je vais le couper. Voilà, vous gardez vos influenceurs, on n'en veut pas. Ah, mais Bruno Retailleau, Bruno Retailleau. Rendez-nous. Tu sais, à Saint-Etienne, je te souviens quand Romain et moi, quand on était jeunes à Saint-Étienne dans les années 90, il y avait eu un tag énorme Place du Peuple. La Place du Peuple, c'est là où il y avait tous les vieux rebeux qui venaient le soir jouer aux cartes, avoir une vie. Tu sais, les rebeux, ils sont plus dehors le soir que les vieux. Comme tout au ça. bled. Comme au bled, voilà. Bon, bref. Et on avait vu un tag, on sanglotait, où il y avait écrit « On vous a rendu l'Algérie, rendez-nous la place du peuple ». Rendez-nous la place du peuple. Putain, la vieille demande. Pour revenir sur le SNL, Ouais. c'est vrai que toi, avec le Fatal, t'as fait un peu ce truc-là, cette transformation de personnage de télévision, qui est devenu un personnage de film. Alors il est passé par la musique. Il est C'est passé un par la musique, personnage ouais. de télé Ah oui, en qui est plus, devenu qui est devenu par hasard, parce que le Foot à cagoule, c'est une chanson et un clip. Le but, c'était plus le clip que la chanson. Donc c'est un clip qu'on avait fait pour faire la promotion du DVD du Morning Live. C'était l'époque où on sortait encore des DVD. Et on se disait que c'était une façon rigolote de faire la promo du DVD. C'était d'utiliser un début de chanson qu'on avait vu dans un sketch, Foot à cagoule, d'en faire un vrai truc. Et la truie a mangé ses petits, quoi. C'est-à-dire que le personnage a phagocyté complètement la promo, c'est devenu numéro 1, et on en a fait un album qui a cartonné, et derrière on s'est dit, bien, faisons-le en film, et c'est le premier film que j'ai réalisé. Mais c'est un truc que le SNL a souvent fait avec les Blues Brothers, avec Will Ferrell, avec Mike Myers. Exactement. Et on se posait la question avec Juliette, justement. C'est assez rare en France, en réalité, que des choses de télévision deviennent des... Mais parce que y a Brice de Nice. Il y a les Baudins. Les Baudins, c'est pas de la télé, c'est de la scène. C'est de la scène. Mais Brice de Nice aussi, c'est de la scène, en réalité, au départ. Mais c'est parce que l'humour à la télé n'existe pas, en fait. Non, mais tu vois, les Robin des Bois, par exemple, ils avaient une pelletée de personnages. Il n'y en a pas un seul qui est devenu un personnage de... Tuche. Jeff Tuche. Jeff Tuche était déjà dans Radio Beer Food. Mais c'est pas vraiment Jeff Tuche dans Radio Beer Food. C'est pas très loin. Non, mais tu vois, c'est pas le vrai. Il a pas le même jogging. Il a pas ses cheveux là dans. Oui. Mais alors là, t'es très pointu. C'est-à-dire, tu veux que les cheveux soient pareils. Alors, c'est pas tellement ça. Je pense surtout que Ramzy veut avoir raison. Non. Pardon. C'est pas dans Radio Beer Food, il s'appelle pas Jeff Tuche. Le personnage. Mais un truc tout con. Aujourd'hui. Où est-ce qu'il y a de l'humour ? En télé, il n'y en a pas. Oui, mais même ces 30 dernières années, même ces 20 dernières années, pardon. Il n'y a pas de sketch. Si, il y a des chroniques. On a perdu la forme du sketch. Il y a encore les... aidez-moi sur Canal. Les Irréductibles. Groland. Oui, il y a Groland. Il y a Groland qui est... Voilà, d'ailleurs, Groland, oui, c'est Michael Cull, il a fait un film. Il a fait un film qui est vraiment un îlot. Mais même sur les youtubeurs, on est quand même beaucoup plus sur de l'humeur que de l'humour. Voilà, tous ceux qui ont percé, ils font de l'humeur. Mais peut-être que ça a à voir aussi... Voilà, je dis absolument n'importe quoi, mais c'est pas grave. Peut-être que ça a à voir aussi avec l'actualité, un truc de plus en plus oppressant qui se rapproche de plus en plus, et donc ça empêche... Il y a un truc dans l'imagination qui se fige, je pense que l'humour est extrêmement clivant. Ce qui te fait rire toi me fait pas forcément rire moi, même si on a de l'humour en commun. L'humour est clivant, et or, qu'est-ce que recherche YouTube ? C'est le plus de pouces verts, le plus de subscribe possible, et donc, mais la télé aussi. Et donc le moins de clivage. Plus ça va être consensuel, c'est quand même hyper consensuel. L'engagement, ouais. Mais en fait, l'engagement est plus fort quand il y a une position. D'un point de vue politique. Ouais, mais du coup... Mais les trucs drôles, aujourd'hui, ils ont fait Moi, ce que j'appelle un truc drôle, c'est juste quand c'est drôle. Ouais. Peu importe que ce soit politique ou pas politique. Mais c'est vrai que, typiquement, là où
n'y a pas nécessairement d'engagement à faire des personnages. Donc il pourrait très bien y avoir une troupe d'humoristes comme les Robin des Bois l'ont été, comme les Deschiens l'ont fait. Il n'y a plus de persos. Ceux qui faisaient des persos comme Gad en fait plus. Maintenant, il fait alors qu'en réalité, les personnages, ça permet il avait fait Coco qui était passé au cinéma, etc. Chouchou aussi. Mais alors, c'est bizarre cette histoire de... C'est quand même intéressante. Enfin, bizarre, oui. Enfin, moi, pourquoi il n'y a plus d'humour ? Non, pourquoi l'humour ne passe plus par les personnages ? Est-ce que ça va être pour toujours comme ça, dorénavant ? Ou est-ce que ça va revenir ? Est-ce que ça a à voir avec l'actualité ? C'est-à-dire un pense truc moins bien maîtrisé de détachement par rapport... Il y avait chez Ruquier, il y avait des personnages. Il y avait Foresti qui faisait des personnages. Il y avait Jonathan Lambert qui faisait. Ouais, mais c'était il y a plus de 10 ans, ça y est. Il y a plus de perso. Et ce qui est bien avec le personnage, c'est qu'il te permet de dire beaucoup de choses que toi tu peux pas dire directement en stand-up. Bien sûr. Quand Farid dit un truc, c'est Farid qui le dit, c'est pas son personnage, quoi. Ouais. Bon. Mais peut-être que le personnage... tout ça, c'est lié aussi à l'individualisation de chacun des humoristes. C'est que maintenant, comme il y a leur compte Instagram, c'est eux qui parlent, donc il faut que ce soit, tu vois, faut plus qu'il y ait la barrière du personnage. Il faut que ce soit eux-mêmes, tu vois. Mais peut-être que ça va revenir à un moment. Moi, j'arrive pas à me dire que c'est définitivement mort. Je me dis que c'est forcément une affaire de... Je pense que l'humour n'a jamais été aussi peu représenté. Et ça me pose pas de problème, hein. Je suis pas en train de dire c'était mieux avant ou quoi que ce soit. Je pense juste que c'est le reflet d'une société très très sérieuse. Oui, qui a pas envie de ça. Enfin bon, bref. Ouais. Non, c'est vrai. Est-ce que même dans les émissions de variété avant, il y avait toujours un humoriste des humoristes qui faisaient leurs sketchs à la télévision directement. Et ben c'est là-dessus qu'on s'arrête. Oh là là, on pourrait s'arrêter quand même sur un truc un peu plus positif. Et non, malheureusement. Mais pourquoi ? Parce que tu dois partir. Et oui, il est 13h. C'est vrai. Il est je suis déjà en retard. Est-ce que tu as un film, une actu, un truc qui sort là dans les semaines qui viennent ? Je suis actuellement à la télévision dans une série qui s'appelle Flashback, qui est l'histoire d'un flic qui meurt dans les années 90. 30 ans plus tard, sa fille est devenue flic et elle se fait poignarder dans la rue. C'est une série de comédie, hein. Je sais, on dirait pas comme ça. Non. Et au lieu de mourir, elle est aspirée dans un vortex 30 ans plus tôt, aux côtés de son père, à enquêter dans le commissariat et à l'aider à pas mourir sans pouvoir... à aider son père à pas mourir assassiné, sans pouvoir lui dire qu'elle est sa fille, puisqu'évidemment, le voyage dans le temps, il n'y croirait pas. Voilà. Et donc, c'est très drôle d'avoir une jeune femme d'aujourd'hui projetée dans un monde qui a d'autres valeurs, avec un père misogyne, raciste, homophobe, etc. Et c'est toi qui joues ce flic-là. Et c'est moi qui joue ce flic, très inspiré du mauvais Jean-Paul Belmondo, enfin du Jean-Paul Belmondo, des mauvais films de Jean-Paul Belmondo, de la fin de Le Marginal. C'est sur TF1. Sur TF1, bah super. Merci Juliette. Merci et j'ai un film aussi qui arrive. C'est quoi ? Qui sera à mon avis plus concomitant avec la diffusion de ce podcast, qui s'appelle, alors on ne sait pas encore le titre. Ah ouais, bah alors c'est non, mais parce que donc c'est un film sur la calvitie. Donc nous on voulait avec Kev Adams, on voulait qu'il s'appelle Chauve, mais peut-être que ça va s'appeler Comme un œuf, peut-être que ça va s'appeler Crâne d'œuf, peut-être que ça va s'appeler Certains l'aiment chauve. Voilà. Qu'est-ce que vous préférez vous ? Certains l'aiment chauve. Crâne d'œuf. Pardon. Ouais. Non, mais. Mais moi j'aime bien, je trouve que c'est une insulte jolie, Crâne d'œuf. Voilà. Et c'est un film sur les cheveux, c'est pas sur la tête, les cheveux c'est dans la tête. Mais ça c'est trop long. Non mais ça c'est la catchline. Ça, c'est la catchline. Les cheveux c'est pas dans la tête. Non, les cheveux c'est pas sur la tête. C'est quoi c'est l'histoire en gros, c'est deux types qui vont en Turquie. C'est l'histoire de moi je suis l'oncle de Kev, je suis l'oncle méchant qui a eu beaucoup de problèmes de cheveux, qui l'emmène au plus profond de la calvitie. Kev se découvre à 30 ans une calvitie naissante qui va être fulgurante, puisque en l'espace de 6 mois il va perdre tous ses cheveux. Et c'est le problème numéro 1 des mecs. Je ne le savais pas, puisque moi je perds pas mes cheveux. Moi je le sais. Et donc voilà, c'est un film sur les problèmes de filles des hommes. C'est un film pour Émeric Lompré. Voilà. Tout à fait. Et ben on a hâte de voir ça. Et ce sera disponible où ? Ce sera disponible dans les salles de cinéma. Ah, c'est au cinéma. Ah oui, le cinéma peut encore exister dans les salles. Ça existe encore. Voilà. Super. Merci beaucoup, Mickaël. Merci, Ramzy. Merci, Juliette. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Un grand merci à la SACD qui nous a accueillis pour tous les podcasts sauf celui-ci qu'on a enregistré chez Juliette, mais qui nous a accueillis toute l'année.
On est chez Juliette, oui. Donc les tableaux de maître, etc., c'est pas la SACD. Non, c'est pas la SACD. Et donc un grand merci à la SACD de nous avoir accueillis toute cette année. Et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt, peut-être pour une saison 4. Bisous. Ah, c'est ça la surprise?